Bonjour, moi c'est Charlène. Bonjour, moi c'est Marjolaine. Aujourd'hui, on va vous parler de dispositifs optiques et de peinture. La plupart de ces dispositifs fonctionnent avec des lentilles, comme les lentilles que tu peux avoir sur tes lunettes, ou avec des miroirs de salle de bain. Marjolaine, est-ce que tu peux nous dire à partir de quand ces dispositifs ont été utilisés ? Alors, ils ont commencé à être décrits au XVIe siècle, il y a 500 ans. Mais ils étaient assez rares et leur utilisation était limitée à certains artistes ou à certains scientifiques. En Italie, ces lentilles ont notamment permis à Galilée de fabriquer des lunettes astronomiques et de voir des étoiles invisibles à l'œil nu. Il devient alors astronome et fera de nombreuses découvertes qui lui permettront notamment d'affirmer que la Terre tourne autour du Soleil. Mais Galilée n'était pas le seul à s'intéresser à l'optique. Il avait dans son entourage plein d'autres savants et intellectuels avec qui il échangeait des outils et des connaissances. Parmi eux se trouvait notamment le cardinal del Monte, qui était le mécène du Caravage, un peintre connu pour son réalisme et ses forts contrastes entre clair et obscur dans ses tableaux. Le cardinal avait donc pris le peintre sous son aile et l'hébergeait chez lui. On comprend donc comment ces précieux outils pouvaient passer des mains des scientifiques à celles des peintres, les uns faisaient entrer les autres dans leur cercle très fermé d'amis. Heureusement aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à ces savoirs, et nous utilisons tous l'optique au quotidien, dans les lentilles adaptées à notre vue jusque dans les objectifs de nos appareils photo. Mais alors, comment savoir quel outil est adapté à quelle utilisation ? Pour le comprendre, nous allons d'abord observer l'effet des miroirs et des lentilles. Pour les lentilles, on distingue deux types de formes. La première est convexe, c'est-à-dire que les bords sont fins et le centre est épais. Ces lentilles sont dites convergentes car elles font converger la lumière au niveau d'un même point, appelé point de focale. C'est aussi ce qui se passe dans ton œil au niveau du cristallin. Le cristallin se comporte comme une lentille qui va concentrer tous les rayons au niveau de la rétine. Ces lentilles ont tendance à agrandir les objets proches. C'est celles qu'on va utiliser pour fabriquer les loupes, mais aussi les appareils photo et les télescopes. On distingue trois formes de lentilles. Les lentilles biconvexes, les lentilles plano-convexes et les lentilles nésiconvergentes. La deuxième forme est la forme concave, c'est-à-dire à bord épais et à centre fin. Ces lentilles sont dites divergentes car elles vont faire diverger les rayons. Le point de focale se situe devant la lentille. Ces lentilles ont tendance à rétrécir les objets et à les faire paraître plus proches. On les utilise donc pour corriger les troubles de la vue de loin, la myopie. Là aussi, on distingue trois formes de lentilles. Les lentilles biconcaves, les lentilles plano-concaves et les lentilles nésiques divergentes. Pour les miroirs, c'est un peu la même chose, sauf qu'ils vont réfléchir la lumière au lieu de la réfracter, ce qui va inverser les effets. Ainsi, un miroir convexe sera divergent et va avoir pour effet de rétrécir les images. On l'utilise notamment pour les rétroviseurs des voitures et pour contrôler les vols dans les magasins. A l'inverse, les miroirs concaves vont être convergents et vont concentrer les rayons. Comme pour les lentilles convexes, ils vont agrandir les objets qui se situent très proches. On les utilise notamment comme miroirs de rasage dans la salle de bain, mais aussi pour fabriquer des télescopes. Si le télescope est l'outil le plus répandu qui utilise cette technique, d'autres outils existent, comme la chambre noire et la chambre claire, et c'est de ces outils-là dont on va vous parler maintenant. La chambre noire, aussi appelée camera obscura, est à l'origine de l'histoire des sciences de l'optique. Dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, soit 2500 ans avant nous, des scientifiques et philosophes en parlent. Aristote et Euclide en Grèce et Mozi en Chine. Le principe de la chambre noire est très simple. Il s'agit de laisser rentrer la lumière par un petit trou dans un espace qui est entièrement plongé dans le noir. Le monde extérieur va alors se refléter à l'envers sur la surface de la boîte qui est opposée au trou. Mais du coup, pourquoi est-ce que c'est à l'envers ?
Pour le comprendre, nous allons faire un petit retour en arrière vers les propriétés optiques. Si tu te souviens bien, nous avons vu que les miroirs et les lentilles convergentes avaient tendance à agrandir les objets situés proches de nous. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas où ces objets sont loin? Si un objet se trouve derrière le point de focale, celui-ci va se refléter et les rayons vont se croiser au niveau de ce point. Le haut va alors se retrouver en bas et le bas en haut. C'est aussi ce qui se passe dans notre œil. Le cristallin, comme une lentille convergente, va faire se croiser les rayons sur la rétine. Et l'image sera aussi projetée à l'envers sur le fond de notre œil. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas à l'envers? Eh bien, c'est tout simplement notre cerveau qui ensuite va réinverser l'image. Comme les lentilles et les miroirs, elles, n'ont pas de cerveau, l'image reste inversée. Pour les images inversées, on parlera donc d'images réelles, parce qu'on les voit telles qu'elles sont. Les images que l'on voit à l'endroit à travers les lentilles et les miroirs, elles, sont des images virtuelles, c'est-à-dire que c'est notre cerveau qui les recompose. Les images réelles, contrairement aux images virtuelles, peuvent être projetées sur une surface. C'est ce qui va se passer à l'intérieur de la chambre noire. Les images virtuelles, comme elles n'existent que dans notre cerveau, ne peuvent pas être projetées. Pour en revenir à la chambre noire, l'effet que cet outil produit est magique. Il projette le monde extérieur à l'intérieur de ta chambre et surtout à l'envers. Mais la chambre noire peut également servir comme un outil de dessin en plaçant un miroir concave face au trou orienté vers une feuille de dessin. De nombreux peintres s'en sont d'ailleurs servis. Au XVIIe siècle, Johannes Vermeer, un peintre hollandais, s'en serait servi pour réaliser son célèbre tableau La laitière, que tu as d'ailleurs sûrement déjà vu sur des produits laitiers. À peu près à la même époque, en Espagne, le peintre espagnol Jean van der Hamen s'en sert pour composer des natures mortes. Dans ce tableau, on peut distinguer 3 mises en scène différentes. Une première, une deuxième, une troisième. Les supports sur lesquels les corbeilles de fruits sont posées rappellent des rebords de fenêtres et peuvent nous laisser supposer que pour réaliser son tableau, le peintre avait utilisé une chambre noire. Léonard de Vinci s'en serait également servi. Si on compare ces deux portraits, réalisés à 30 ans d'intervalle, on remarque une grande différence dans les traits des deux jeunes femmes. Ici, c'est le plus ancien. Ici, c'est la Joconde et c'est le plus récent. Celui-ci nous rappelle une photographie par la précision des traits que l'artiste a employés. Sur le visage de la jeune femme, on peut voir une sorte d'effet de flou. C'est ce qu'on appelle le sfumato. Et c'est généralement l'effet qu'on obtient en utilisant une chambre noire. On sait également que Léonard de Vinci en avait dessiné une dans ses carnets de croquis et de recherche scientifique. On peut donc peut-être supposer qu'il aurait utilisé une chambre noire pour ses peintures, mais le mystère reste encore entier. Toujours en Italie et à cette même époque, les visiteurs du physicien Giambattista della Porta auraient pris peur en voyant des petits personnages projetés sur le mur la tête en bas. Lui qui voulait seulement divertir ses invités s'est retrouvé accusé de sorcellerie. Il a été arrêté et a donc dû subir un procès. Heureusement aujourd'hui, Harry Potter peut être tranquille, la sorcellerie est parfaitement autorisée. Au XVIIe siècle, le peintre Caravage, dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, aurait entièrement transformé son atelier en chambre noire. C'est ce qui pourrait expliquer le fort contraste entre ombre et lumière qu'on appelle clair-obscur qu'on retrouve dans ses tableaux. Il aurait peut-être également utilisé des techniques qui auraient précédé l'invention de la photographie à l'aide d'acide, qui lui aurait peut-être d'ailleurs causé son caractère un petit peu belliqueux. En parlant de photographie, encore aujourd'hui, le photographe cubain Abelardo Morel utilise le principe de la chambre noire dans les œuvres qu'il crée, en projetant des paysages dans les maisons ou des musées. Il propose des œuvres qui superposent le monde extérieur et le monde intérieur. Tu peux reconnaître ici la ville de Paris et la ville de New York, où on ne sait plus très bien distinguer où est le monde extérieur et où est le monde intérieur. Et moi aussi, j'aimerais bien avoir cette vue-là de ma chambre. Le peintre David Hockney a lui aussi essayé plusieurs chambres noires et en a même recréé chez lui pour expérimenter des compositions de nature morte ou pour réaliser des portraits. Il a même écrit un livre sur les techniques optiques dans la peinture où il explique la chambre noire. Et du coup,
Si on veut réaliser une chambre noire, comment on fait ? Nous allons maintenant te montrer comment faire comme lui et construire ta propre chambre noire à la maison pour projeter le monde dans ta chambre. Pour cet atelier, il te faut assez de carton pour recouvrir toute ta fenêtre, un cutter, du scotch le plus solide possible, un miroir grossissant que tu as peut-être dans ta salle de bain, du papier blanc, des crayons ou des feutres. Commence par faire un petit trou d'environ 3 cm de diamètre dans ton carton. Ce sera par là que passera la lumière. Ensuite, trouve un support pour placer ton miroir devant ta fenêtre. Attention, il devra être en face de ton trou dans le carton. Essaye de ne pas trop le placer en hauteur, ce sera plus facile pour toi de trouver un support à la bonne taille. Tu peux maintenant commencer à scotcher ton carton sur ta fenêtre. Du scotch de déménagement te permettra de bien maintenir ton carton. N'hésite pas à en mettre sur tous les côtés et dans plusieurs sens pour être sûr que cela tient bien. Si ta fenêtre est trop haute, fais-toi aider d'un adulte pour la recouvrir entièrement. Une fois le travail fini, ta chambre doit être plongée dans le noir et la lumière ne doit pas rentrer à l'intérieur, à part par le trou que tu as fait dans le carton. Accroche une feuille de papier au mur juste à côté de ce trou. Puis place le miroir bien en face du trou et oriente-le en direction de ta feuille. Tu commences à voir le paysage apparaître à l'envers. Éteins la lumière pour voir encore mieux. Et voilà, tu n'as plus qu'à dessiner en suivant les lignes du paysage. Ce n'est pas forcément très facile au début, et suivant le grossissement de ton miroir, tu n'auras pas la même taille et qualité de projection. Essaie de le déplacer vers l'avant ou vers l'arrière pour régler la netteté de ton image. Tu vas quand même constater qu'il est très difficile de régler la netteté. Cela dépend en effet de la distance de ce que tu dessines et du point de focale de ton miroir. C'est pour cela que les spécialistes de l'optique améliorent ce dispositif avec des lentilles adaptées. La chambre claire, aussi appelée caméra lucida, est inventée en 1806 par Sir William Wollaston. L'objectif de cet outil est d'aider le dessinateur pour qu'il ait plus de précision. Mais du coup, comment ça marche ? Il s'agit en fait d'un prisme monté sur un pied ajustable. En regardant par le haut, tu peux voir en haut de ton image ce qu'il y a en face de toi et en bas ta feuille de papier. Ceci te permet de superposer deux images et de tracer les contours. L'intérêt de cet outil est sa légèreté et sa taille relativement petite. Cela fait qu'il peut être transporté un petit peu partout et les explorateurs s'en sont beaucoup servis pour réaliser des dessins. Parmi eux, au XIXe siècle, le capitaine britannique Basil Hall, qui réalise des dessins à la chambre claire pour rendre compte de son voyage en Amérique du Nord. Un autre Britannique, Frederick Catherwood, part également en Mésoamérique, puisqu'il était fasciné par les ruines mayas. Pour enrichir la documentation qui était assez restreinte à cette époque, il va réaliser de nombreux dessins qui témoignent d'une grande précision. L'astronome, chimiste et mathématicien Sir John Herschel emportait sa caméra lucida partout avec lui. Lors des voyages qu'il exécutait pour le roi, il s'arrêtait toujours pour dessiner. Et sa caméra lucida, sa chambre claire, lui permettait d'avoir des dessins d'une précision qui répondait à l'excellence scientifique demandée par le royaume. Si on compare ce dessin avec celui du dessus, qui a été réalisé par un autre mathématicien, William Henry Fox Talbot, on voit que ce dernier est beaucoup moins précis. Talbot était une sorte de rival de Herschel et était désespéré d'être moins bon que lui en dessin. Il a donc cherché par tous les moyens de fixer l'image pour avoir la précision la plus grande possible. Et c'est ce qui a conduit ses recherches, aidé par Herschel, à développer les premiers procédés de photographie. Comme quoi, on peut être très mauvais en dessin, mais réaliser de grandes inventions scientifiques. En parlant d'invention, l'anglais Cornelius Varley a également imaginé sa propre version de la chambre claire en transformant un télescope en un outil à dessiner. L'intérêt de cet outil était de lui permettre de voir des choses qui étaient très loin avec une grande précision et d'une manière générale, de grossir des choses beaucoup plus petites. Le copiste américain John Audubon s'est aussi servi des possibilités de réduction d'images de la chambre claire pour reproduire de grands dessins de son père, l'illustrateur John James Audubon. Copié à un format plus petit, il pouvait tenir sur les pages d'un catalogue. Mais si la chambre claire est un outil de dessin, cela ne veut pas dire qu'il n'y a que les débutants qui s'en servent. Les peintres professionnels aussi l'ont utilisé pour perfectionner leur technique de dessin. Par exemple, le français Jean-Auguste Dominique Ingres, au XIXe siècle, s'en serait servi pour réaliser des portraits.
Il n'a laissé aucune preuve écrite, mais si l'on regarde de près, on peut constater qu'il y a une grande différence entre la précision des visages et les vêtements qui, eux, auraient été tracés à la main. Fasciné par cette technique, le peintre David Hockney s'en est procuré une, comme on peut le voir sur la couverture de son livre. Comme Ingres, il s'est entraîné à réaliser des portraits d'une précision extraordinaire. Gustave Caillebotte, un autre peintre français, s'en serait servi pour réaliser l'étude préparatoire de son célèbre tableau « Rue de Paris, temps de pluie ». Un professeur américain nommé Pablo Garcia a mené une enquête autour de ce tableau. Il s'est procuré le dessin préparatoire, s'est rendu à Paris et s'est posté à l'angle de la rue d'où il a été dessiné. Il a sorti sa chambre claire et a essayé de superposer la vue de la rue avec le dessin préparatoire. Et magique, les deux se superposent parfaitement. Mais le professeur Pablo Garcia n'a pas fait que percer à jour le mystère du tableau de Gustave Caillebotte. Il a aussi inventé sa propre version de la chambre claire, comme celle-ci que nous avons vue au début, une version plus accessible de l'outil original mais qui fonctionne avec un prisme. Et celle-ci, une version moderne, plus grande et plus simple d'utilisation. Elle se compose d'un miroir et d'une pièce de verre partiellement argentée qui permet de laisser passer l'image et de la refléter partiellement. Cette technologie permet de corriger l'inversion créée par le miroir en ne reflétant pas directement l'image mais le reflet de ce reflet. Je vais maintenant vous montrer comment l'utiliser. Si toi aussi tu veux utiliser une chambre claire, tu peux t'en procurer une sur le site de Neolucida. Sinon, tu peux aussi la remplacer par une autre technologie, beaucoup plus accessible, ton téléphone. En effet, de nombreuses applications pour smartphone te proposent de remplacer la chambre claire par la caméra de ton téléphone. Je vais te montrer comment les utiliser. Pour cela, il te faut un smartphone, télécharger une des applications suivantes que tu peux trouver gratuitement, projecteur de dessin ou Painter-Eye, de quoi poser un téléphone en hauteur, une pile de livres ou de cartons avec du scotch pour le fixer, du papier blanc. Commence par choisir l'image que tu veux reproduire. Ça peut être une image que tu as déjà sur ton téléphone ou une photo que tu prends. Moi, je vais prendre une photo de Marjolaine pour lui refaire son portrait et le comparer avec le premier. Pour avoir le même effet qu'avec la chambre claire, je vais la photographier de face en me mettant à l'autre bout de la table comme tout à l'heure. La photo va s'afficher en transparence sur ton écran devant l'image de ta caméra. Ensuite, les réglages sont les mêmes que pour la chambre claire. Pose ton téléphone en hauteur sur ton support, à gauche si tu es gaucher, à droite si tu es droitier. Tu dois le mettre à une hauteur qui te permettra de regarder ton écran d'en haut. Positionne ton papier sur la table, sous ton téléphone. Quand tu regardes ton écran, ton image en transparence doit tenir entièrement sur ta feuille. Plutôt que de régler la hauteur de ton téléphone, tu peux zoomer ou dézoomer avec ta caméra. C'est plus facile. Quand tes réglages sont faits, tu peux fixer ton téléphone ou ta feuille de papier avec du scotch pour éviter qu'il bouge. Ensuite, regarde ton écran pour suivre les contours de ton image et la reproduire sur ta feuille. Tu peux donc dessiner des portraits, mais aussi des paysages ou tout ce que tu as dans ta galerie photo. Et voilà! Regarde Marjo, c'est pas mal, non? Mais Marjo, enfin, ça va, c'est juste un dessin. Bon, moi je vais vous laisser, il va falloir que j'aille m'excuser. Mais en attendant, un dernier conseil, soyez patient, surtout parce que maîtriser les outils optiques, ça prend un peu de temps. Et moi, je pense qu'il va falloir que je m'entraîne encore un petit peu. Au revoir. Marjo!